Il y a un moment en été que tout le monde connaît. Il est 4 heures de l'après-midi, il fait 38 degrés à l'ombre et tu as l'impression d'étouffer. Et soudain, une glace, un granité ou une coupe glacée apparaît. Tu la prends et le froid descend dans ta gorge et pendant exactement 30 secondes, tu ressens un vrai soulagement. Tu as l'impression de t'être rafraîchi. C'est bien cette sensation, n'est-ce pas? Eh bien, tu vois, scientifiquement, je viens de te mentir. Cette glace, en réalité, ne t'a pas rafraîchi. Elle a même fait tout le contraire. Elle vient d'allumer le chauffage interne de ton corps. Et ce qui se passe pendant les 40 minutes qui suivent après avoir mangé cette glace, c'est une réponse d'urgence de ton système digestif qui va faire qu'une demi-heure plus tard, tu ressentiras plus de chaleur, plus de fatigue et plus d'inflammation qu'avant de commencer. Aujourd'hui, je vais démonter avec toi la physique du faux soulagement de l'été et nous allons le faire couche par couche. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement le prix que paie ton corps chaque fois que tu essaies de le refroidir de l'intérieur. Et je t'assure que cela changera ta façon de voir les choses. Commençons par le premier mensonge. La glace rafraîchit. Et oui, c'est un mensonge. Et je sais ce que tu es en train de penser. Tu viens d'en manger une et tu es convaincu que oui, ça rafraîchit. Mais si tu t'arrêtes pour analyser les réactions, ce que tu as ressenti, c'était une sensation locale de froid dans la bouche et la gorge. Pas une baisse de la température corporelle centrale. Et ce sont deux choses complètement différentes. Ta température corporelle centrale, celle que mesure ton thermomètre rectal et que régule ton hypothalamus, oscille normalement entre 36,5 et 37,5 degrés. Si tu as des variations de plus d'1 degré dans n'importe quelle direction, ton corps réagit immédiatement par des réponses d'urgence. Parce que c'est un système conçu pour défendre cette température, avec une précision extraordinaire. Et que se passe-t-il lorsque tu introduis une glace à moins de 2 degrés dans ton tractus digestif? Il se trouve que ton tractus gastro-intestinal, qui est un tube d'environ 9 mètres allant de la bouche à l'anus, et par lequel passe et se traite tout ce que tu manges, possède des thermorécepteurs. Ce sont des neurones spécialisés qui détectent la température tout au long de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum, et qui sont connectés aux nerfs vagues. Et lorsqu'ils détectent un froid extrême, ils envoient un signal d'alarme. Mais pas le froid modéré d'une boisson fraîche, plutôt le froid d'une glace industrielle qui entre dans le corps à une température de moins d'1 millimètre. 2 degrés. La réponse à ce signal d'alarme est immédiate. L'estomac ralentit la vidange. Les ondes de pression antrale sont supprimées, et pour que tu comprennes, l'antre est la partie interne de l'estomac qui pousse les aliments vers l'intestin et il le fait par des contractions rythmiques, environ 3 par minute dans des conditions normales. Elle broie le bol alimentaire et le propulse vers le pylore. Eh bien, ces ondes sont le moteur de ta digestion gastrique. En 1995, une équipe de chercheurs a mesuré par manométrie, c'est-à-dire en introduisant une sonde munie de capteurs de pression le long du tractus digestif, ce qui se passe lorsque l'on ingère des liquides à 3 températures différentes. 4 degrés, 37 degrés et 50 degrés. Ils l'ont fait avec 12 volontaires sains et l'étude était randomisée et contrôlée et elle a été publiée dans la revue Good. Le résultat a été clair. Tant le froid que la chaleur ont altéré la motilité de façon drastique. Mais le froid à 4 degrés a provoqué les changements les plus prononcés. Et ceux-ci ont été particulièrement intenses pendant les 30 premières minutes après l'ingestion. Que s'est-il passé exactement? Eh bien, tu vas voir, les ondes de pression antrale ont été supprimées. L'estomac a cessé de se contracter normalement.
Et en même temps, le pylore, qui est la valve de sortie de l'estomac, a généré des contractions isolées qui l'ont maintenu encore plus fermé. Merci, plus fermé. Et le résultat, c'est que le contenu de l'estomac n'avançait pas, il restait retenu. La vidange gastrique était significativement ralentie. Et maintenant, imagine que ce n'est pas un liquide à 4 degrés, mais une glace industrielle à moins 2 degrés, à 2 degrés en dessous de zéro. Le choc thermique est plus important et, par conséquent, la réponse du système l'est aussi, proportionnellement. Et pourquoi fait-il cela? Ton corps? Parce que l'intestin grêle fonctionne à 37 degrés. Les enzymes digestives, les transporteurs de nutriments et les pompes membranaires des entérocytes, tout est calibré pour cette température. Introduire quelque chose à moins 2 degrés, à 2 degrés en dessous de zéro, représente un choc thermique pour un système qui n'est tout simplement pas conçu pour le recevoir. Et lorsque cela se produit, le corps réagit en faisant quelque chose d'apparemment paradoxal. Il génère de la chaleur pour compenser. Le métabolisme de base augmente, l'irrigation sanguine du tractus digestif augmente afin d'apporter du sang chaud pour compenser le froid local. L'activité sympathique s'élève et le corps commence à brûler de l'énergie pour générer de la chaleur interne et normaliser la température de ce tube qui vient de recevoir un choc à 2 degrés en dessous de zéro. C'est comme le moteur d'une voiture coincée dans un embouteillage au mois d'août. Si tu jettes un bloc de glace directement sur le moteur, le thermostat interne devient fou. Il détecte une anomalie arctique dans un environnement qui devrait rester stable et, pour protéger le système, il active le chauffage interne. À fond, le corps fait exactement la même chose. Il envoie un camion de pompiers rempli de sang chaud à l'estomac pour faire fondre cet iceberg qu'il a soudainement rencontré. C'est aussi comme un écran à cristaux liquides lorsqu'il surchauffe. Le système ne se répare pas avec un choc froid. La méthode qu'il utilise, c'est d'activer ses ventilateurs internes. Et quel est le résultat? Qu'une demi-heure plus tard, ton moteur interne travaille 2 fois plus et génère plus de chaleur qu'avant. Par conséquent, le résultat net, si tu mesures la température centrale de ton corps 30 minutes après avoir mangé une glace un jour de grande chaleur, tu verras que la température centrale n'a pas baissé. En fait, dans de nombreux cas, elle a même légèrement augmenté parce que la réponse thermogénique du corps dépasse l'effet local du froid que tu as ingéré. La glace te donne une sensation de froid dans la bouche pendant 30 secondes. Et ensuite, ton corps doit consacrer de l'énergie à se réchauffer de l'intérieur pendant au moins une demi-heure. Et ça, peu importe comment tu le regardes, ce n'est pas se rafraîchir. C'est exactement le contraire. Maintenant, nous allons ouvrir ensemble une glace industrielle. Non, une glace d'une gélateria artisanale. L'un de ceux qui se trouvent dans les congélateurs du Sud. Du supermarché, ceux qui se vendent le plus et probablement aussi ceux que toi et ta famille consommez le plus en ces jours de chaleur. Et allons-y ensemble pour lire l'étiquette de ces glaces. La première chose que tu trouves, c'est du sucre, beaucoup de sucre. Une glace standard de 100 grammes peut contenir entre 20 et 30 grammes de sucre, certains même plus. Et si c'est un granité au citron ou à la fraise avec des colorants, alors il peut contenir jusqu'à 35 grammes de sucre par unité. Et ça, c'est une dose de glucose, que dans n'importe quelle circonstance, on qualifierait d'extrême. Et que fait ce glucose dans ton corps lors d'une journée chaude? Eh bien, il passe rapidement dans le sang. Et surtout, si tu prends en compte que l'estomac, comme je te le disais il y a un instant, perturbé par le froid, ralentit la vidange. Et c'est bien le cas. Mais il y a une chose que l'estomac n'arrête pas, c'est l'absorption des sucres simples dans l'intestin grêle. Le pic glycémique arrive lorsque tu manges la glace et que l'insuline réagit fortement. Et ici, je vais te dire quelque chose que presque personne ne mentionne. Quand tu prends cette glace et que le sucre entre dans ton sang, l'insuline augmente pour le gérer
et jusque-là, tout le monde le sait. Ce que personne ne sait, c'est que ce processus de stockage du glucose, qui se transforme en glycogène et s'emballe dans les cellules, génère aussi de la chaleur comme sous-produit direct. Tu vois, l'insuline a une fonction thermogénique, c'est ainsi qu'on appelle cela, et ce n'est pas un effet secondaire mineur. Des études de la calorimétrie des années 80 a mesuré exactement combien, et c'est entre 2/3 et 3/4. L'augmentation de la dépense métabolique qui se produit après une charge de glucose s'explique par le coût énergétique de son stockage. Le corps se réchauffe littéralement pendant qu'il stocke le sucre. L'insuline n'apaise pas, elle organise le stockage et ce stockage génère de la chaleur. En conséquence de tout cela, ta température commence à devenir sensiblement plus chaude. Ton corps vient de traiter une charge de sucre industriel et il l'a fait en générant de la chaleur métabolique. Et 40 minutes plus tard, lorsque l'insuline fait son travail et que le taux de sucre dans le sang chute, survient la chute, la fatigue, la somnolence, la sensation d'en vouloir plus, chaleur et aussi irritabilité. C'est ça, la montagne russe glycémique à laquelle tu t'exposes lors d'une journée à 38 degrés quand tu manges une glace. Mais le sucre n'est pas le problème le plus important de cette glace. C'est peut-être le plus visible. Le vrai problème est plus caché. Maintenant, regarde un peu plus bas, sur l'étiquette. Diverses huiles végétales, des graisses d'origine végétale, des mono- et diglycérides d'acides gras saturés, de l'huile de palme raffinée, ainsi que de l'huile de coco fractionnée et de l'huile de soja qui a été partiellement hydrogénée. Et tout cela, pourquoi est-ce là? La réponse n'est pas nutritionnelle, elle est industrielle. La graisse laitière, c'est-à-dire la crème, est celle qui permet d'obtenir une texture crémeuse dans la glace, mais elle est chère, sa composition varie selon la saison et aussi selon le bétail. Elle est difficile à gérer logiquement. Cependant, les huiles végétales raffinées sont bon marché, stables, faciles à manipuler et permettent aussi d'obtenir une texture crémeuse et consistante. Et, dans ce cas, sans dépendre de la chaîne du froid avec la même rigueur. C'est pourquoi, dans de nombreux pays, la catégorie légale de ce que tu consommes n'est pas glace, mais dessert glacé ou frozen dairy dessert. Parce que le minimum de matière grasse laitière n'est pas respecté. Et la graisse qui la remplace, ce sont des huiles végétales transformées. Qu'est-ce que cela implique biophysiquement dans ton corps? Dans le corps de ton enfant ou de ton petit-enfant? Eh bien, tu vois, ces huiles ont été soumises à des procédés industriels de blanchiment, de désodorisation et, dans certains cas, aussi d'hydrogénation partielle. Ce traitement génère des produits d'oxydation lipidique et un régime systématiquement chargé en acides gras. Les oméga-6 industriels déplacent l'équilibre oméga-6-oméga 3, qui est l'un des régulateurs les plus importants de la réponse inflammatoire systémique. Et ce que je viens de te dire n'est pas une hypothèse alternative. En 2018, James D. Nicolantonio, qui est un chercheur cardiovasculaire à l'Institut du cœur Sightlux Mid-America, a publié dans la revue Open Heart une analyse qui a documenté comment les huiles végétales riches en oméga-6 et spécifiquement l'acide linoléique oxydé qu'elles génèrent agissent comme des moteurs directs de l'inflammation systémique. Et le plus important dans cet article, c'est que les oméga-6 non seulement provoquent de l'inflammation, mais en plus, ils entrent en compétition avec les oméga-3 pour les mêmes sites sur la membrane cellulaire. C'est-à-dire que même si tu maintiens un apport adéquat en oméga-3, si la quantité d'oméga-6 industriel est suffisamment élevée, ils finissent par occuper l'espace qui revient normalement aux oméga-3 dans la membrane.
La membrane que tu construis avec cette matière première n'aura pas les mêmes propriétés électriques qu'une membrane bien constituée. Et maintenant, tu vas voir, cette membrane altérée entraîne une conséquence directe que j'ai déjà évoquée à d'autres occasions et que tu connais. Le voltage chute. Une membrane construite avec des acides gras de mauvaise qualité ne peut pas maintenir le gradient électrique avec la même efficacité. Et ce n'est pas une extrapolation, c'est la conséquence biophysique logique de mal construire l'isolant. Pour le comprendre simplement, ta cellule a besoin d'une tension constante pour fonctionner. Et imagine ton corps comme s'il était un smartphone dernier cri. Et les huiles végétales raffinées seraient comme un chargeur contrefait, défectueux et bon marché. Au début, il semble que le téléphone se charge, mais les composants sont tellement mauvais qu'au final, ils modifient la résistance des circuits, le courant ne circule plus, il ne nettoie plus, l'écran clignote et la batterie surchauffe. Le téléphone commence alors à avoir de sérieux problèmes de fonctionnement et c'est très similaire à ce que provoquent les acides gras dans ton corps, oméga 6. Et à ce stade, il y a une cellule dont je dois te parler, l'entérocyte. C'est la cellule qui tapisse l'intérieur de ton intestin grêle. C'est un peu comme la frontière entre ce que tu manges et ce que tu es. Tout ce que tu absorbes, que ce soit des nutriments, des minéraux ou des signaux, passe à travers l'entérocyte. Et c'est précisément cette cellule qui commence à incorporer dans sa membrane les acides gras. Merci de cette glace industrielle que tu manges. Mais l'entérocyte n'est pas seul. Juste à côté de lui, séparé par une fine couche de mucus, vit l'écosystème le plus dense et complexe du corps humain. 100 000 milliards de bactéries qui se sont adaptées pendant des millions d'années à un environnement de précision. Et cet environnement a une caractéristique qui le définit plus que tout autre. La température, exactement 37 degrés, stable, constante, sans fluctuation, comme je te le disais tout à l'heure. Et lorsque tu introduis de la glace à moins 2 degrés de façon répétée, non seulement tu stresses la membrane de l'entérocyte, cet entérocyte, en plus tu stresses aussi tout ce qui vit à l'intérieur. Et les bactéries qui habitent ton gros intestin ont évolué pendant des millions d'années pour vivre dans cet environnement précis dont je viens de te parler. Et elles ne sont pas conçues pour s'adapter à des fluctuations thermiques brusques. En fait, leur niche évolutive est précisément la stabilité thermique. Que se passe-t-il alors lorsque tu introduis un froid extrême de façon récurrente dans ce système? Eh bien, la température. Cela affecte tes bactéries intestinales de 2 manières simultanées. La première et la plus directe est la fluidité de la membrane bactérienne. Les membranes des bactéries sont des bicouches lipidiques. Une bicouche lipidique, c'est exactement ce que ça veut dire. 2 couches de graisse face à face. Imagine 2 feuilles de beurre. Collées par le côté gras, avec la partie qui se dissout dans l'eau tournée vers l'extérieur sur les 2 feuillets. Cette double couche, c'est la membrane de la cellule et c'est ce qui sépare l'intérieur de l'extérieur, ce qui contrôle ce qui entre et ce qui sort, et c'est aussi ce qui maintient la tension électrique. Les bactéries ont exactement la même structure et leur fonctionnement, c'est-à-dire la vitesse à laquelle elles transportent les nutriments, l'activité de leurs protéines et leur capacité à signaler dépend du fait que cette double couche de graisse ait la bonne fluidité, qu'elle ne soit ni trop rigide ni trop liquide. Et cette fluidité est principalement contrôlée par la température. Sa fluidité dépend de la température et cela détermine la vitesse de transport des nutriments, l'activité des protéines de la membrane et la capacité de signalisation. Les bactéries qui vivent à l'extérieur, c'est-à-dire dans le sol, dans l'eau, dans l'air, sont habituées au changement de température. Elles ont développé des mécanismes pour s'adapter au froid, car elles en ont eu besoin pendant des millions d'années. Mais les bactéries qui vivent dans ton intestin, jamais. Elles n'ont jamais eu à faire face à ce problème. Elles vivent depuis des millions d'années dans un environnement dont la température ne change jamais. Et
En conséquence, des recherches publiées dans la revue M-Systems en 2021 ont documenté un fait important. Ces bactéries intestinales ont progressivement perdu les mécanismes d'adaptation au froid que possèdent encore leurs parentes de l'extérieur. Celles-ci n'en avaient pas besoin, alors elles ont tout simplement disparu, ce qui signifie qu'elles sont particulièrement vulnérables précisément à ce que leur fait la glace. Lorsque le froid atteint l'intestin grêle et le cécum, là où commence la plus grande concentration bactérienne, les membranes de certaines bactéries commensales deviennent moins fluides, leurs enzymes ralentissent. Et leur capacité à rivaliser avec d'autres espèces diminue. Et voici la conséquence qui compte. Toutes les bactéries de ton intestin ne réagissent pas de la même façon au froid. Certaines espèces sont plus résistantes, et ces espèces plus résistantes au froid ne sont pas forcément celles qui te conviennent le mieux. Ce sont simplement celles qui survivent le mieux à la perturbation. Et lorsque cela se produit de façon répétée, c'est-à-dire que tu manges une glace tous les 2 jours pendant juillet et août, les espèces les plus résistantes gagnent du terrain. Les plus bénéfiques, les plus délicates, celles qui sont en équilibre avec toi depuis le plus longtemps, le perdent. Et c'est un changement silencieux, tu ne le ressens pas, ça ne te fait pas mal, mais l'écosystème que tu as en septembre n'est pas exactement le même que celui que tu avais en juin. Et maintenant, passons à la deuxième voie, il s'agit de la perméabilité intestinale. Tu vois, l'exposition au froid augmente la perméabilité de la barrière épithéliale intestinale et cela est très bien documenté aussi bien chez les modèles animaux que chez l'être humain. Les entérocytes, dont je te parlais il y a un instant, ne flottent pas librement dans l'intestin, ils sont reliés entre eux par des structures protéiques qui les maintiennent collés hermétiquement, comme les joints en silicone entre les carreaux d'une douche. Et ces jonctions s'appellent des jonctions serrées et leur fonction est cruciale. Elles décident de ce qui passe à l'intérieur du corps et de ce qui n'y passe pas. Et tant qu'elles restent intactes, seules les molécules qui doivent traverser la paroi intestinale la traversent. Nutriments, minéraux et signaux, rien d'autre. Mais lorsque le froid altère ces jonctions et qu'elles se relâchent, la barrière devient perméable. Par conséquent, des fragments de bactéries, des toxines, des débris bactériens et des particules qui devraient rester à l'intérieur du tube digestif, je suis vraiment en forme aujourd'hui, quelle histoire, commencent à s'infiltrer dans la circulation. Le système immunitaire les détecte et répond de la seule manière qu'il connaît face à une menace, en activant un état inflammatoire de bas grade. Et maintenant, imagine ton intestin comme une serre tropicale maintenue à 37 degrés. Il est rempli de plantes exotiques et délicates qui purifient l'air et parfument l'atmosphère. Et entrer à plusieurs reprises dans ce jardin avec une glace à moins 2 degrés, c'est comme ouvrir brusquement les fenêtres de la serre en plein milieu d'une tempête glaciale. Que va-t-il se passer? Les plantes les plus sauvages et résistantes survivront au choc, mais les fleurs les plus bénéfiques dépériront. En refroidissant le système, les portes de la serre se relâchent et la saleté de l'extérieur commence à s'infiltrer dans ta circulation sanguine. Et pendant ce temps, que se passe-t-il avec le voltage cellulaire? Pour répondre à cette question, je t'apporte la biophysique de Michael Levin et la perspective du potentiel de membrane comme indicateur de la santé cellulaire. Nous l'avons déjà exploré. Dans d'autres vidéos de cette série, les cellules intestinales saines maintiennent un potentiel de membrane au repos compris entre moins 40 et moins 70 mV et ce gradient électrique permet le transport actif des nutriments, la signalisation intercellulaire et la prolifération contrôlée. Une cellule soumise à un stress dû au froid local, à une inflammation de bas grade ou à l'incorporation de matières grasses ou d'acides gras de mauvaise qualité dans sa membrane perd une partie de ce gradient. Et la conséquence, c'est que le voltage diminue. Et une cellule avec un voltage bas n'est pas seulement une cellule moins efficace, c'est une cellule qui est entrée dans un état physiologique différent. Et par conséquent, et comme tu dois déjà t'en rendre compte à ce stade, je ne te parle pas d'une glace qui ruinerait ta microbiote pour toujours, je te parle d'un schéma estival, d'un froid extrême répété, de sucre industriel récurrent et d'huile végétale transformée
qui s'accumulent et exercent une pression soutenue sur un écosystème qui préfère avant tout une stabilité absolue. Et ici, toute la différence fondamentale entre le simple plaisir de temps en temps et les véritables dommages pour votre santé. Ce n'est pas seulement la glace en elle-même, c'est avant tout une question de fréquence régulière. Et maintenant, nous arrivons à la 4e idée que je veux déconstruire aujourd'hui. Et c'est la plus confortable de toutes. Une glace de temps en temps ne fait pas de mal. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Le problème, c'est qu'en été, en Espagne, au Mexique, en Argentine, en Italie, une glace ne se prend pas de temps en temps. À cette période de l'année, c'est le rituel de l'après-midi. C'est ce que prennent les enfants en sortant de l'école. Et c'est ce qu'il y a dans chaque bar de plage, à chaque pause, à chaque réunion de famille, le dimanche. Et c'est ce que tu as, toi aussi, au cas où, dans le congélateur. La fréquence change tout. Ce que le corps peut gérer comme un événement aigu, ce que le système immunitaire peut résoudre, ou ce que le microbiote peut absorber comme une perturbation ponctuelle, lorsque cela devient quotidien ou presque quotidien pendant 2 ou 3 mois, cela cesse d'être un événement aigu et devient une pression chronique de faible intensité. Et les pressions chroniques de faible intensité sont les plus dangereuses, précisément parce qu'elles ne font pas mal. Parce qu'elles ne produisent pas de signal d'alarme et, en conséquence, il n'y a pas de moment où le corps dit stop. Ce qui se produit, c'est une érosion silencieuse et cumulative dont tu ne te rends compte que lorsque le corps a déjà dépensé trop d'énergie à essayer de la compenser. Si tu frappes une table en bois avec un marteau une seule fois, le bois supporte l'impact sans broncher. Mais si tu donnes un petit coup avec ce même marteau exactement au même endroit tous les jours à 16 heures pendant 3 mois d'affilée, à la fin de l'été, le bois finira fissuré et enfoncé. Et ce n'est pas le dernier impact qu'il a brisé, c'est la persistance du schéma quotidien. Cette fatigue du mois d'août que tout le monde attribue à la chaleur, ou cette digestion lourde que tu ressens habituellement et qui dure jusqu'en septembre. Ou cette sensation de gonflement diffus qui n'a pas de nom mais dont tu sais qu'elle est là. Une partie de tout cela est l'accumulation de 2 mois de signaux de stress que ton corps a gérés en silence. Et ici, il y a une nuance importante que je ne veux pas perdre. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas manger de glace. Ce que je te dis, c'est de savoir ce que tu consommes quand tu manges une glace industrielle. Que l'étiquette compte, que la fréquence compte et qu'il existe des alternatives qui t'apportent le plaisir sans avoir à payer ce coût biophysique. Mais avant de passer aux alternatives que je vais te proposer, je veux faire une pause un instant. Cette chaîne existe parce que je crois que l'information partagée ici, elle mérite d'atteindre tout le monde sans filtre, sans sponsor et sans engagement envers qui que ce soit. J'aimerais que cela reste ainsi, mais maintenir cette indépendance a un coût réel. Du temps passé en études et en recherche sur les avancées scientifiques et en heures de préparation des scripts et des vidéos. Si la chaîne t'apporte quelque chose, si tu sens que ce que tu apprends ici change ta façon de comprendre ta santé, il existe un moyen pour que ce travail puisse continuer à se développer. Devenir membre de la chaîne et soutenir en tant que mécène avec une petite contribution, si tu peux, si cela t'est possible. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu feras partie d'une communauté plus proche, une communauté où la conversation pourra être plus directe et plus profonde, et que lorsque tu auras besoin de moi, je pourrai te consacrer plus de temps et d'attention, si jamais tu as une question qui mérite une réponse attentive. Mais ce n'est pas tout, cela signifie encore autre chose. Que je construis petit à petit une sélection de ressources vérifiées, c'est-à-dire des produits dont je te parle sur la chaîne, dont je connais la qualité et pour lesquels je peux répondre. Parce que, comme tu le sais bien, il y a beaucoup de bruit là-dehors. Et l'une des choses que vous me demandez le plus, merci, c'est où trouver ce que je peux recommander avec des garanties fiables. Eh bien, si tu veux franchir cette étape, le lien pour t'inscrire se trouve dans la description de cette vidéo, juste en dessous, ainsi que sur la page d'accueil de cette chaîne. Et si tu ne peux pas, ou si ce n'est pas le bon moment pour toi, la chaîne reste tout autant la tienne.
Rien ne changera concernant ce que tu reçois ici, et je continuerai à m'efforcer de le faire, constamment du mieux possible pour t'aider. Merci beaucoup et je continue en avant. Si le problème, c'est les températures glaciales et le froid extrême, les sucres industriels transformés ou les huiles végétales hautement raffinées et la fréquence de consommation, la véritable solution ne consiste absolument pas à te priver du plaisir estival, mais plutôt à apprendre à le réinventer totalement. Et voici la première alternative que je te propose, le granité de fruits. Avec du sel, un jus de citron ou d'orange fraîchement pressé, de l'eau et une pincée de sel gris celtique, ce sel vierge non raffiné. Tu le congèles légèrement jusqu'à ce qu'il atteigne une consistance juste avant d'être dur. Et le résultat sera un granité qui t'apporte des minéraux, de la vitamine C et la saveur rafraîchissante authentique du fruit, sans sucre industriel, sans huile. Et à une température de consommation qui n'est pas de moins 2 degrés, mais plutôt d'environ 2 ou 3 degrés au-dessus de zéro. C'est-à-dire une température bien plus adaptée à ton système digestif. Et le sel minéralisé dans cette alternative n'est pas un caprice. Ce sont de vrais électrolytes que tu introduis dans ton corps à un moment où la transpiration estivale les consomme activement. Et maintenant, passons à la deuxième alternative, la glace maison à la noix de coco et aux fruits. Dans ce cas, du lait de coco avec des fruits congelés mixés. Et je te propose le lait de coco parce qu'il contient des graisses saturées à chaîne moyenne, stables et qu'il n'est pas industriel. Et ensuite, si le fruit est mûr, sans que tu ajoutes de sucre, cela te donnera une texture crémeuse et tu n'auras pas eu besoin d'utiliser d'émulsifiant ni d'huile raffinée. Le froid reste du froid, c'est-à-dire que tu n'élimineras pas l'effet thermique, mais tu élimines la charge d'oméga 6 industrielle, le pic de sucre et les additifs. Troisième alternative, la glace à l'infusion minérale. Et dans ce cas, ce que je te propose, c'est une infusion froide de gingembre, d'hibiscus ou de menthe. Et avec ces ingrédients, parce qu'ils ont des propriétés anti-inflammatoires qui sont documentées. Et tu fais cela avec de l'eau minéralisée et des glaçons. Et ce n'est pas une glace, mais c'est froid que le corps peut mieux gérer parce que tu le répartis en température et dans le temps. Et ce n'est pas un bloc à moins 2 degrés d'un seul coup. Et une chose de plus, si tu prends une glace industrielle, merci. Choisis celles qui ont une étiquette courte, c'est-à-dire peu d'ingrédients et dont le premier est du lait ou de la crème, pas de l'eau ni du sirop de glucose. Qu'il n'y ait pas d'huile végétale, de graisse végétale, de mono- et diglycérides, ni la mention dessert glacé dans la dénomination légale. Et voici un dernier conseil. Essaie chaque fois que tu le peux de choisir une glace artisanale de glacier, qui soit fabriquée avec des ingrédients naturels, car ce sera toujours meilleur que la glace industrielle du supermarché. Et ensuite, prends-la assis, lentement, à l'ombre. Ne la mange pas à toute vitesse et surtout pas avec le corps surchauffé. Essaye toujours d'offrir à ton système digestif les meilleures conditions pour recevoir ce choc thermique que tu vas lui infliger. Et avec cela, nous sommes arrivés à la fin. Maintenant, je vais te résumer ce que je t'ai expliqué aujourd'hui. La glace ne rafraîchit pas. Ce qu'elle fait, c'est donner une sensation locale de froid pendant 30 secondes, tandis que ton corps active une réponse thermogénique pour compenser le choc thermique dans le tube digestif. 30 minutes plus tard, ta température centrale n'aura pas baissé et, dans de nombreux cas, elle aura même augmenté. Le sucre industriel de cette glace provoque chez toi un pic glycémique qui déclenche l'insuline, active le métabolisme thermogénique et se termine par un effondrement énergétique. Et on ne peut pas appeler cela un soulagement. C'est plutôt des montagnes russes métaboliques, au moment où ton corps en a le moins besoin. Et ensuite viennent les huiles végétales transformées qui remplacent la graisse laitière dans la plupart des glaces industrielles et qui apportent des acides gras oméga 6, lesquels vont s'incorporer à tes membranes cellulaires et attaquer leur fluidité électrique. Mais cela, en revanche, n'arrive pas avec une glace artisanale. Cela arrive effectivement après 2 mois consécutifs, à manger des glaces quasiment chaque jour de la semaine.
Et ensuite, il y a ton microbiote intestinal, qui est un écosystème calibré pour la stabilité thermique à 37 degrés, reçoit de façon répétée un choc de froid extrême, une charge de sucre industriel et un apport de lipides de mauvaise qualité. La pression accumulée ne sera pas dramatique en un seul jour, mais elle le deviendra si elle se maintient tout au long de la saison. Par conséquent, le plaisir d'une glace en été, merci. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de croire que c'est neutre, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Et savoir cela ne signifie pas que tu dois te priver de glace. Cela veut dire que tu dois choisir en connaissance de cause. Et faire un choix éclairé en août avec la chaleur et toute la famille à la plage, c'est plus difficile qu'en janvier. C'est pourquoi je pense que cela vaut la peine de le comprendre maintenant et c'est pour cela que je t'en parle dans cette vidéo. La prochaine vidéo de cette série parlera de quelque chose qui, en ce moment même, arrive à des millions d'enfants dans toute l'Espagne et en Amérique latine. Ils viennent de sortir de l'école et vont passer l'été au soleil. Et la première chose que font leurs parents, c'est de leur mettre de la crème solaire. Ce que presque personne ne sait, c'est que certains des filtres chimiques les plus utilisés dans ces crèmes agissent comme des perturbateurs endocriniens et que le SPF qui apparaît sur l'emballage ne mesure pas ce que la plupart des gens pensent qu'il mesure, et il y a une énorme différence entre un filtre qui protège réellement et un filtre qui interfère avec la signalisation hormonale d'un enfant en développement. C'est de cela dont je vais te parler dans la prochaine vidéo. Si tu as des enfants ou des petits-enfants, tu ne dois pas la manquer. Et comme je te le dis toujours en avant. Et je te lis dans les commentaires,